Merci. Voilà, merci. Merci d'être si nombreux. Vous êtes très impressionnants. Je vous félicite. Je sais en plus de ça qu'il y a de l'animation dehors, donc le choix ne doit pas être forcément évident entre être ici et être ailleurs. Et je vous remercie d'être ici. Voilà. Je voudrais vous parler de la façon dont la République est née de la dette, puisque j'ai intitulé cet exposé « De la dette à la République ». La dette a toujours été le problème récurrent de la royauté depuis toujours. Enfin, moi, si je regarde la royauté, celle que je connais, c'est-à-dire celle de l'époque moderne, les rois sont en permanence endettés et le principal souci d'un roi, c'est de trouver de l'argent. Or, à chaque grande crise financière, les rois ont toujours réussi à rétablir leurs finances de trois manières, soit par la pression fiscale, c'est-à-dire augmenter les impôts. Ça, les paysans sont en général ceux qui représentent 90% de la population. La France est un riche pays agricole. On a besoin d'argent, on presse sur les paysans. Ils ne sont pas forcément d'accord, mais ce sont eux qui payent. Et en général, ça fonctionne. Soit par des décisions autoritaires, comme par exemple de faire rendre gorge aux profiteurs. Quand le roi a besoin d'argent, il passe souvent par des financiers. Une fois que les financiers ont fait leur travail et que le roi s'aperçoit qu'ils sont absolument richissimes, eh bien on en pend quelques-uns, on reprend ce qu'ils ont volé et la royauté et les finances redémarrent. Ou alors par une sage économie, on supprime des postes inutiles dans les dépenses royales et les finances royales retombent en général ils sortent du rouge. Au milieu du siècle, au milieu du XVIIIe siècle, la dette de l'État est constituée de rentes versées en échange d'un capital. La France est un royaume catholique, l'usure est interdite. Et ce qu'on appelle l'usure, c'est échanger de l'argent contre de l'argent avec un intérêt. C'est-à-dire que le prêt à intérêt est considéré comme usure et l'usure est un péché. Donc, en pays catholique, on ne pratique pas l'usure. Je crois que Youssef ne me contredira pas si je dis que c'est la même chose chez les musulmans. L'usure est considérée comme un péché. Or, quand on veut emprunter de l'argent, si on veut que quelqu'un qui a de l'argent vous en prête, il faut lui promettre quelque chose en échange. Et la façon dont fonctionne le prêt d'argent quand l'usure est interdite, c'est de constituer des rentes en échange d'un capital. Donc vous avez de l'argent, vous allez le donner, en échange de quoi on vous verse une rente. C'est donc pas un prêt à intérêt. C'est hypocrite, c'est du détournement, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, je ne sais pas si c'est hypocrite ou simplement malin, je ne sais pas si on peut vraiment porter un jugement moral, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Or, les rentes sont nominales, c'est-à-dire que c'est une personne qui donne de l'argent. Par exemple, le roi a besoin d'argent, eh bien, il fait appel à des dons, et les gens qui ont les riches, ceux qui ont de l'argent, vont donner leur argent au roi, et le roi va leur donner en échange une rente. C'est nominal, c'est enregistré devant notaire. Et les arrérages, c'est-à-dire le prix de les rentes, les annuités, sont payés à l'hôtel de ville de Paris. Les rentes sont viagères, c'est-à-dire quand l'un des deux meurt, la rente est éteinte. Et alors, c'est la façon dont on fonctionne. Le roi a besoin d'argent, il verse des rentes, il verse des rentes, il verse des rentes en échange d'un capital. Le roi, au milieu du XVIIIe siècle, est l'amant de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, on peut presque dire, elle a été conçue pour devenir la maîtresse du roi. C'est-à-dire que son père et sa mère qui était une femme de grande beauté, et son père qui n'était pas son père, c'est-à-dire qu'elle a eu un père putatif qui était l'époux de sa mère, mais en fait, sa mère était la maîtresse d'un très très riche financier. On peut presque dire que quand cette petite fille est née, on a dit on la mettra dans le lit du roi. Et mettre la future marquise de Pompadour, qui s'appelait à l'époque Jeanne-Antoinette Poisson, dans le lit du roi, ça veut dire on va faire entrer les financiers à la cour. C'est ça le but. Le but a été absolument accompli. Le roi est tombé amoureux de Jeanne-Antoinette, il l'a faite marquise de Pompadour et elle a fait rentrer la finance à Versailles. La Pompadour n'a pas cessé de faire dépenser de l'argent au roi. Le roi dépensait. Il payait toutes les frasques de la Pompadour, qui ne faisaient pas forcément des frasques pour elle-même, mais également pour le roi. Dès qu'elle demandait, le roi payait par ce qu'on appelait des acquis au comptant, c'est-à-dire qu'il disait à son trésorier, vous allez payer ça, et il n'y avait pas de justification à donner. Ça a été un gouffre. Année après année, les emprunts se sont succédés et la dette s'est alourdie. C'est-à-dire que quand le roi devait payer, la marquise lui disait attendez, j'ai là des amis, ils vont vous prêter. Et chaque fois que les financiers prêtent, la somme des rentes que le roi doit verser augmente. Le roi doit sans arrêt payer des dettes dont le chiffre augmente, mais les revenus du roi, eux, n'augmentent pas. Vous imaginez où on va.
la marquise de Pompadour a eu suffisamment de crédit pour éloigner du roi ceux de ses ministres qui parlaient d'économie. Dès qu'il s'agissait d'arrêter de dépenser de l'argent, elle réussissait à les éloigner. La faiblesse du roi à l'égard de la Pompadour, c'est un autre sujet. Je veux dire, comment il a pu céder à une femme aussi socialement odieuse. Enfin bon, elle avait toutes les qualités qu'elle avait. Elle était certainement intelligente et elle avait plus que l'oreille du roi. Je veux dire, elle avait son affection. Il ne pouvait certainement pas se passer d'elle. Comment elle a réussi à le tenir et à le faire s'éloigner des gens les plus positifs, qui pouvaient être le plus positifs à la royauté, ça sera un autre sujet. On ne peut pas le... On ne pourra pas le traiter aujourd'hui. Mais il est de fait que la dette du roi n'a cessé, la dette du royaume n'a cessé d'augmenter, et au fur et à mesure que l'influence de la Pompadour augmentait. Des pamphlets ont été publiés qui ont très fort malmené le roi, et vraiment des pamphlets orduriers, des choses qui ont circulé sur le roi qui montraient que véritablement la royauté était frappée d'un discrédit extrêmement grave. Et ça se portait toujours sur la marquise qu'on appelait la Poisson, parce que c'était Jeanne-Antoinette Poisson, et un tas de jeux de mots circulaient sur des horreurs qu'on pouvait dire sur elle. Et le marquis d'Argenson, qui est un des mémorialistes, pas forcément le plus intelligent et le plus brillant, mais en tout cas un des mieux renseignés des mémorialistes qui étaient proches de la cour, disait « On ne peut pas chasser la marquise parce que les financiers sont derrière ». C'est-à-dire qu'un tas de gens voyaient le roi s'endetter, et voyaient absolument consternés qu'on ne pouvait pas se débarrasser d'elle. En 1758, la guerre de 7 ans dure depuis 2 ans. Il faut emprunter de nouveau de l'argent. On emprunte auprès des particuliers à qui il faut promettre de bonnes conditions. On a inventé à ce moment-là la rente viagère sur plusieurs têtes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une rente viagère soit constituée entre celui qui prête, celui qui donne au roi et celui qui est la personne à qui le roi verse une rente, on va dire celui qui verse au roi se voit garanti sa rente, non pas sur sa tête à lui, mais sur plusieurs têtes, c'est-à-dire éventuellement la sienne et celui de son fils. C'est-à-dire que la rente devient à ce moment-là... d'une part, elle devient ruineuse pour le roi parce que celui qui a de l'argent, il a, admettons, entre minimum 45 ans et 60 ans. Il a donc une espérance de vie qui va être plus réduite que s'il met la rente sur la tête de son fils ou de son petit-fils. Donc on voit que les conditions pour obtenir de l'argent deviennent de plus en plus ruineuses, deviennent de plus en plus onéreuses pour le roi. Et les rentes viagères connaissent du succès, donc le roi a réussi à faire entrer de l'argent, et les rentes sont de plus en plus ruineuses, c'est-à-dire que les revenus n'augmentent décidément pas, et en plus on est en guerre. 1758, ça fait 2 ans que la guerre dure, on n'a plus d'argent, il faut absolument trouver une solution. Comment fait-on? La pression sur la paysannerie est à son comble, les paysans disent « nous, c'est plus possible », vous savez, la pression fiscale, on connaît ça, on ne peut pas pressurer plus, donc il va falloir trouver autre chose pour que le roi trouve de l'argent. Et la solution, vous allez voir, ça va être la solution mortelle pour le système. Alors, qu'est-ce que cette paysannerie qui est là toujours pour payer encore et encore? La paysannerie, c'est 90% de la population. C'est bien simple. 90%, 9 Français sur 10 sont des paysans. Comment vivent les paysans dans l'ancien temps, on va dire l'ancien temps, c'est-à-dire globalement l'ancien régime, avec toutes les corrections qu'il faut faire par rapport au début ou à la fin de l'ancien régime. Les paysans vivent en communauté solidaire, c'est-à-dire qu'ils ont suraigu la conscience de leurs droits et de leur propriété collective. Un village, ce n'est pas un assemblage de petits propriétaires individuels, c'est une communauté qui peut se constituer. Par exemple, un village peut faire un procès. Un village peut être condamné à payer une amende. Un village, c'est une communauté. Et les paysans ont suraigu ce sens du bien collectif qui les fait vivre ensemble depuis le Moyen-Âge, depuis le haut Moyen-Âge. Le seigneur, qui est on ne peut pas dire à la tête du village, mais disons qui est dans le château qui surplombe le village, il est hérité du Moyen-Âge et il a ce même sens du bien commun. Le seigneur n'est pas, contrairement à ce qu'on va pouvoir vous faire croire, celui qui va s'amuser à galoper à travers des champs prêts pour la moisson, parce qu'il envie des champs prêts pour la moisson, donc il ne va pas être assez bête pour aller détruire ce qui va le faire vivre. Le seigneur, les intérêts du seigneur et ceux des paysans sont largement communs. Et le seigneur a ce même sens du bien commun, il a le même sens de la communauté que les paysans. Il appartient au village dont il ne peut pas être l'ennemi. Le seigneur ne peut pas être l'ennemi du village, ça n'a pas de sens.
Et il utilise les mêmes communaux. Dans les villages, vous avez le bois commun, vous avez les champs communs, vous avez les chemins communs. Tout ça, ça appartient à l'intégralité du village et aux seigneurs y compris. À l'époque moderne, alors ce qu'on appelle l'époque moderne, c'est ce qui marque la fin du Moyen-Âge. L'époque moderne, c'est à partir du XVIe siècle. Pardon. À l'époque moderne, vous avez eu quantité de guerres qui ont ruiné la paysannerie. Une guerre ruine la paysannerie. Qu'est-ce qui fait du mal à la paysannerie? C'est la guerre. Pourquoi? D'une part parce que la guerre traverse les villages, d'autre part parce qu'en période de guerre, il faut des chevaux, où croyez-vous qu'on va les trouver? Il faut du fourrage, où croyez-vous qu'on va le trouver? Et il faut lever des impôts, où croyez-vous qu'on va les trouver? Donc chaque guerre, que ce soit la guerre civile comme la Fronde, où les guerres de religion ont été absolument calamiteuses, ou alors les guerres qui ont été menées au XVIIe siècle par Louis XIV, tout ça ruine les paysans. Les paysans sont sans arrêt sollicités pour payer les dépenses du roi, de la nation. Ce sont les paysans qui payent. Alors, les guerres ont poussé la paysannerie à s'endetter. C'est-à-dire que quand le paysan a perdu ce qu'il avait perdu, s'il doit réensemencer, réacheter des chevaux et qu'il n'a pas d'argent, il va emprunter. La dette s'est introduite dans la paysannerie. C'est-à-dire que le roi au sommet s'endette et la paysannerie à la base s'endette également. Et des nouveaux seigneurs sont venus s'installer dans la paysannerie. C'est-à-dire que des nobles ont vendu à des non-nobles, à des roturiers, leur seigneurie. Les nouveaux venus n'ont pas, vis-à-vis de la paysannerie, la tradition qu'avaient les anciens. Ce qui les intéresse, c'est d'investir dans la terre pour gagner de l'argent. Ils n'ont pas du tout le même état d'esprit. Ils ne sont la plupart du temps même pas résidents, c'est-à-dire qu'ils achètent une seigneurie pour investir et pour faire pour gagner de l'argent, et ils ne font pas partie de la communauté, ils ne font pas partie du village. Souvent, ils n'habitent même pas là. Donc, ils viennent à la campagne pour tirer de l'argent et ils ne rendent pas ce que rendaient les anciens propriétaires. Donc, ils veulent que la terre rapporte et justifie leur investissement, et les intérêts des uns et des autres vont donc s'opposer. Donc, les nouveaux seigneurs sont toujours seigneurs, on va les confondre avec les anciens, on ne verra pas la différence. Et là, les intérêts des uns et des autres vont s'opposer. Les nouveaux seigneurs sont souvent des magistrats. Pourquoi? Parce que la magistrature, c'est une classe montante à l'époque moderne qui a beaucoup d'argent. Elle place son argent dans les terres. Et quand une communauté veut faire intenter un procès pour un usage abusif fait par le patron, quand le patron se trouve être le juge en même temps, vous croyez que comment font les paysans pour gagner? Ils perdent. Et de plus en plus, les droits de la communauté paysanne reculent au bénéfice de la classe montante, que ce soit la bourgeoisie ou que ce soit la noblesse de robe, ce qu'on appelle la noblesse de robe, c'est-à-dire la noblesse des juges. Donc les juges et la bourgeoisie mordent petit à petit sur les droits de la paysannerie, dont le bien-être recule. Donc les riches lorgnent, ces nouveaux seigneurs lorgnent sur les communaux que les paysans aliènent pour payer leurs dettes. Les communaux, c'est ce que la communauté possède en biens collectifs, c'est-à-dire par exemple un bois ou des champs ou des possessions comme ça. Quand une communauté a perdu un procès, il faut qu'elle paye. Pour qu'elle paye, elle aliène son bien et elle aliène les communaux. Sans communaux, la communauté villageoise ne peut plus vivre bien comme elle vivait avant. Les communaux sont indispensables. Les communaux, c'est ce qui permet aux plus pauvres des paysans de pouvoir vivre et de toujours manger à sa faim. Parce que même s'il ne possède rien en propre, il a accès comme membre de la communauté à du bois gratuit, il peut se chauffer gratuitement, il peut faire paître ses bêtes, il a accès à de l'eau gratuitement, etc. etc. Plus les communaux sont aliénés au bénéfice des nouveaux propriétaires, des nouveaux riches, des nouveaux seigneurs, et plus la communauté villageoise s'appauvrit. Louis XIV et son ministre Colbert ont eu suraigu le sens de cet appauvrissement de la paysannerie et ont voulu y remédier. Alors, c'est-à-dire que vous avez les deux phases d'un Louis XIV qui ruine la paysannerie par ses guerres, mais qui, conscient qu'il l'a ruinée, envoie des intendants, c'est-à-dire des envoyés de son gouvernement, envoie des intendants pour protéger la paysannerie contre les exactions des seigneurs. Et ça a fonctionné. Colbert a donné à ses intendants des ordres de protéger les paysans dans leurs procès perdus contre les seigneurs. C'est absolument important de voir ça. Les intendants étaient, vous savez, comme on disait, les missi dominici à l'époque de Charlemagne. Les intendants sont les envoyés du roi dans les provinces pour faire connaître la volonté du roi. Et si le roi interdit qu'on aliène les communaux, on n'aliénera pas les communaux. Donc,
Colbert a réussi à empêcher que la grande usurpation des communaux ait lieu. Ce que voulaient les nouveaux propriétaires, c'est mettre la main sur toutes les terres qui n'avaient pas de propriétaires en titre. Ces nouveaux venus, donc, sont le plus souvent non résidents, et leurs investissements, pour être rentables, devaient connaître une rentabilité croissante. Alors, les nouveaux venus, je vous ai dit, ne participent aucunement à la vie du village, ils n'en partagent même pas les charges, et ils ont fait de la terre un objet de spéculation. Ils l'achètent pour la revendre plus cher, évidemment. Ces gens investissent dans le grain et ils ont intérêt à ce que le grain soit cher. L'intérêt de l'ensemble de la paysannerie, ça n'est pas ça. L'intérêt du paysan, ça n'est pas que le grain soit cher, c'est qu'il soit suffisamment abondant pour que tout le monde mange. Arrive le mouvement des Lumières et de la physiocratie. Pour les physiocrates vont être les maîtres à penser de ces nouveaux propriétaires. La théorie physiocratique est née dans les salons à la mode où on refait le monde en chambre. On se réunit un samedi après-midi, comme on fait ici, puis on dit « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça ». Puis après on sort, on émet des grandes idées et on pousse le roi à prendre des décisions. On se veut éclairé, moderne, sage, raisonnable, philosophe, face à un monde obscur, rétrograde, imbécile, en un mot, un monde religieux. Vous avez compris que les physiocrates sont des gens qui vont s'opposer à toute la tradition qui est profondément catholique. Comment fonctionne le village autour de son église et de son curé, hein ? La France de l'ancien temps, c'est la France catholique à tous les niveaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Au milieu du siècle, en 1745, Ory, qui était ministre, est le dernier qui représentait la politique chère à Colbert et à Louis XIV. Donc nous sommes sous Louis XV. La Pompadour réussit à éloigner Ory. C'est le début du commencement de la fin. Les Lumières s'allument et vont tout bouleverser. Tout bouleverser. À partir du moment où la Pompadour réussit à obtenir le renvoi du ministre Ory, la catastrophe va commencer. Maintenant, on ne va plus parler que rendement, produit net et investissement. Parce qu'on est entre gens raisonnables, et du moment qu'on parle sous, on est raisonnable, alors que quand on parle bien commun, on est des allumés, des illuminés. On singe l'Angleterre qu'on voit comme le paradis. Alors l'Angleterre, pour tous ces gens-là, c'est effectivement le paradis, mais c'est le paradis des riches et pas des pauvres. Les Anglais ont remplacé un monde où il était impensable de s'enrichir sur le dos du voisin en vendant trop cher par un monde où la propriété annihile tous les devoirs sociaux. C'est ça la Révolution anglaise. La Révolution anglaise a eu lieu 100 ans avant la Révolution française et elle a conclu par « je fais ce que je veux avec mon argent et j'ai raison d'en vouloir de plus en plus ». Et c'est ça que les philosophes français admirent. Un gars comme Voltaire, par exemple, c'est ce qu'il trouve génial en Angleterre, mais il n'est pas le seul. Au milieu du XVIIe siècle, le Parlement anglais a libéré le propriétaire capitaliste. Un siècle plus tard, ce sera le tour de la France. Alors, qu'est-ce que les physiocrates veulent organisés pour régler tous les problèmes de la France en général et de la royauté en particulier? Ils veulent l'organisation de la hausse du prix du grain qui est annoncée comme devant tout résoudre. Il n'y a qu'à laisser filer le prix du blé et tout le monde va être content. Il faut déréglementer. La police du roi, qui a fonctionné depuis le début de la royauté, garantit que le peuple se sert de grain, c'est-à-dire de blé, avant les marchands. En cas de pénurie, pour une raison climatique ou autre, on taxe les produits par la négociation. Taxer un produit, c'est en fixer le taux. C'est-à-dire que par la négociation entre les marchands qui vont faire la transaction et les représentants locaux, qui sont les représentants du pouvoir, on va négocier un prix, on va le taxer, et une fois que le prix du blé sera défini, il est interdit, impensable, de le vendre à un autre prix. Donc, c'est ça qui garantit que tout le monde peut manger à sa faim. Le prix taxé devient obligatoire. Pour les physiocrates, il faut laisser faire les prix par eux-mêmes. La taxation, c'est du vol. Ce sont les bas prix qui sont la vraie cause de la disette. Comment est-ce que raisonnent ces gens-là? Le paysan, quand il se lève le matin, s'il sait que le blé n'est pas assez cher, il ne va pas les cultiver. Non, mais vous imaginez, ils n'ont jamais vu un paysan, ces gens-là. Mais ça ne les empêche pas de parler à leur place. Il est bien évident que le paysan qui se lève, il va travailler pour travailler le mieux possible. Il va se lever pour aller travailler le mieux possible, absolument pas en fonction du prix du blé. Mais des gens comme les physiocrates, ils décident que plus le blé sera cher et plus le paysan va bien travailler. Les Lumières sont ouvertement hostiles à la communauté villageoise. Pour eux, la communauté villageoise, c'est l'archaïsme. Ils veulent donner la primauté à l'entreprise capitaliste et individuelle et à la liberté qui va avec. Ils condamnent les communaux. Les communaux, c'est ce qui fait vivre le village. La veine pâture, c'est la possibilité d'avoir accès gratuitement à des champs appartenant à la communauté. Et également le glanage, c'est-à-dire la possibilité d'aller ramasser ce qui n'a pas été récolté en même temps que la moisson et passer derrière les moissonneurs pour récolter ce qu'ils ont laissé par terre. Ils condamnent le morcellement des terres, ils veulent bien sûr avoir des grandes exploitations et ils prêchent l'individualisme agraire.
Donc vous avez toute cette nouvelle classe relayée par les salons parisiens qui veulent combattre la paysannerie. Donc vous avez au sommet de l'État un roi endetté et à la base une paysannerie endettée, et les deux sont pris par la montée de la physiocratie et de la classe montante qui va bientôt gagner la Révolution. Donc, les nouveaux intendants au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les intendants, ceux qui sont envoyés par le roi. Je vous ai dit, Voltaire et Colbert envoyaient des intendants qui imposaient la volonté du roi. Les nouveaux intendants sous Louis XV, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui vont influencer le roi pour faire remonter ce qu'ils appellent les intérêts de la province, qui ne sont en fait que les intérêts de la classe possédante de la province. Donc, les nouveaux intendants ne sont plus les représentants du roi dans la province, mais ceux de la province auprès du roi. Et ils sont, dans leur majorité, pas dans leur intégralité, il reste des intendants absolument remarquables, mais ils sont, dans leur grande majorité, contaminés par l'esprit des Lumières et par la physiocratie. Ils défendent les intérêts des nouveaux propriétaires en disant qu'ils défendent ceux de la paysannerie. Les nouveaux propriétaires disent « la terre demande que, les paysans demandent que », et ils parlent en leur nom absolument indûment. Le roi sera dupé par ce langage. Revenons à la dette du roi. La dette va augmentant depuis l'arrivée de la Pompadour. Au moment où Ory est renvoyé, le glas de l'ancien système a sonné. Le roi devra trouver de l'argent et les riches refusent mordicus de participer à l'effort qu'ils laissent supporter par la paysannerie. Aucune réforme fiscale ne sera possible avec eux. Chaque fois que le roi dit qu'il va falloir taxer ceci ou cela, enfin imposer ceci ou cela, les riches disent non, 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 non et non. Donc, le roi accepte d'abandonner la réforme fiscale parce que tous les rois systématiquement ont voulu taxer tout le monde, c'est-à-dire faire une espèce d'impôt universel et de taxer toutes les propriétés. Il n'y a jamais eu moyen. Dès que ça a été commencé, la résistance a été telle que les rois ont dû reculer. Donc le roi va accepter d'abandonner la réforme fiscale au profit d'une nouvelle expérience, devinez laquelle, celle de la physiocratie. 1763, c'est le tournant. La France a perdu la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est la première des guerres mondiales. C'est tout le monde contre tout le monde à l'échelle de la planète. L'argent manque. Le 7 mars 1763, Voltaire triomphe dans l'affaire Calas. Voltaire, par l'affaire Calas, qui est un tissu de mensonges, a réussi à faire passer les catholiques pour des vilains et les protestants pour leurs innocentes victimes. J'aime autant vous dire que dans l'affaire Calas, c'était faux, et au niveau de la banque, c'était faux également. Donc les catholiques sont des barbares, écrasons l'infâme, il faut s'en prendre à la religion catholique. C'est la fin de la guerre entre jésuites et jansénistes avec le triomphe des jansénistes. Les jansénistes sont les champions du Parlement, le Parlement c'est les juges, et les juges sont très 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 intéressés au prix, au niveau de la province, ils sont très intéressés au prix du blé. Alors, pas tous les magistrats, hein. Vous avez des magistrats remarquables qui auront résisté, mais ils sont au sommet, à la base, chez les magistrats intermédiaires, enfin dans les cours de province. Vous avez énormément de magistrats qui se sont mis d'accord avec les propriétaires qui vont étrangler la paysannerie. Donc, pour augmenter les revenus du trésor, il faut augmenter les revenus de la terre. C'est ce qu'on explique. On ne peut pas augmenter encore ce que va payer la paysannerie, mais si on laisse filer le prix du blé, on va pouvoir taxer sur ces nouveaux revenus et vous allez voir, Majesté, plus le blé sera cher et plus vous aurez d'argent. Alors, pour augmenter les revenus du trésor, il faut augmenter les revenus de la terre en permettant aux propriétaires de terre de s'enrichir sans limitation. Voilà, Majesté, on va régler tous vos problèmes. Alors, les physiocrates, Laverdy, contrôleur général, attaquent le 25 mai 1763. Les grains circulent librement dans le pays. Alors, jusqu'à cette date, les grains ne sortent d'un lieu qu'après que la population se soit servie. Une fois que la population est servie au prix habituel, de base, et en cas de difficulté au prix taxé, les marchands peuvent venir. À partir du 25 mai 1763, les blés sortent de chez les paysans, ils n'arrivent même pas au marché et ils filent là où ce sera le plus cher. Ça va être le début d'une immense spéculation. Les grains vont circuler librement sans aucun contrôle, alors qu'avant, la police des grains était derrière chaque marchand. Nom, prénom, adresse, quand avez-vous acheté ce blé, d'où vient-il, quel prix l'avez-vous payé, combien vous en reste-t-il, etc. La police du roi était extrêmement pointilleuse. À partir de maintenant, la police a ordre de regarder ailleurs, mais de pourchasser les paysans qui courent après leur blé. Tout le monde peut acheter et vendre du grain où il veut, quand il veut, au prix qu'il veut. Ça s'appelle le libéralisme intégral. On abolit complètement la police des grains, on l'abolit et on la remplace par une police qui va protéger les marchands. Avant, la police était là pour protéger la population contre les marchands. À partir de 1763, elle va protéger les marchands contre les exactions
des gilets jaunes de l'époque, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment ça qui se passe. Vous avez brusquement les prix qui flambent et la population qui court après ces denrées indispensables. Les gens disent non, nous ne mangeons plus à notre faim. Et les discours qu'on entend aujourd'hui, on les entend déjà à l'époque. Non, mais les gens n'ont pas faim, ils croient, ils ont peur d'avoir faim, c'est pour ça que les prix montent. C'est exactement ce qui se passe, ce qui se passait à l'époque. Donc, les prix flambent et on a assuré au roi et on a assuré à qui voulait l'entendre que la hausse du prix des produits provoquera la hausse de la main-d'œuvre. Ça n'a jamais été vrai, mais on a vendu ça au roi. Vous inquiétez pas, Majesté, quand les prix vont augmenter, les salaires aussi. Qu'est-ce qui garantit? C'est rien, c'est une vue de l'esprit et ça n'a jamais été vrai. Et d'autre part, dans le même moment, on a exempté de la taille, c'est-à-dire l'impôt le plus universel de l'époque, on exemptait de la taille pendant 20 ans quiconque dessécherait des marais. On fait de la terre à blé avec tout, mais en asséchant les marais, on interdit l'accès à l'eau pour les bêtes. C'est-à-dire qu'assécher les marais, c'est encore s'en prendre à ce qui était gratuit pour la paysannerie. Les paysans sont absolument hors d'eux, personne ne comprend. Qu'est-ce que c'est que cette libre circulation des subsistances? Le roi ne peut pas avoir voulu ça. Les gens n'y croient pas. Eh bien si. Et la France est secouée d'émeutes dans tous les sens. Partout, partout, partout. Des émeutes, des émeutes, des émeutes. À partir de 1766, à la campagne, les émeutiers interviennent par petits groupes, entre 10 et 50 femmes en tête. Ça vous rappelle quelque chose? Ils bloquent les convois de grains au sortir des fermes et sur les routes. Ils arraisonnent les bateaux sur les rivières parce que le grain circule beaucoup par les canaux. Alors on se met sur un pont et on arrête les bateaux. Et on sort le blé. Sur les marchés, on exige la taxation qui est désormais interdite. Vous savez, les manifestations de l'époque, c'est taxation, taxation, taxation. Alors nous, ça sonne drôle parce que pour nous taxer un produit, c'est lui mettre un impôt. À l'époque, non, c'est l'inverse. Taxer un produit, c'est en fixer, en déterminer le prix et interdire qu'il aille au-delà. Les émeutes urbaines sont impressionnantes. 2000 personnes à Sens, 4000 à Amiens, 5000 à Troyes, 10 000 à Lyon. À Nancy, 3 jours d'émeutes sans discontinuer. À partir de 1766. En 1769, l'expérience a duré depuis 4 ans, le roi recule et annule toutes les mesures libérales. Alors, regardez cette première phase. Vous avez dette, expérience libérale pour régler la dette, émeute, soulèvement généralisé, le roi recule, c'est-à-dire que le roi écoute le peuple. Qu'il l'écoute ou qu'il ne l'écoute pas, le roi tient compte du désir du peuple. À partir du moment où la France est sans dessus dessous, le roi dit non, on revient sur les mesures libérales. L'abbé Terray arrive aux affaires, la dette est toujours criante, mais lui, l'abbé Terray, est opposé au libéralisme. Il rétablit la police des grains et il interdit l'exportation du blé. Parce que les premières mesures libérales ont consisté en 63 à autoriser la circulation intérieure des blés, c'est-à-dire on peut passer d'un marché à un autre, mais en 64, il autorise l'exportation hors du royaume, ce qui, à l'époque du roi Henri IV, était puni comme un crime de lèse-majesté. Et le crime de lèse-majesté, c'était la peine de mort abominable. Abominable. Donc, exporter du blé en période de disette était crime de lèse-majesté sous Henri IV, et sous Louis XV, c'est autorisé par le roi. C'est le monde à l'envers. Mais le roi est endetté, vous avez compris. Ce que fait l'abbé Terray, il réduit drastiquement les droits des rentiers, c'est-à-dire que tous les gens qui ont prêté leur argent au roi en échange de rente, on réduit les rentes, on pousse des gens au suicide. Mais si on réduit tellement les rentes, la prochaine fois que le roi aura besoin d'argent, il va en demander, on ne lui en donnera pas. Donc le roi est coincé. Vous avez vu comment on coince un gouvernement avec une dette. Donc Terray relance des emprunts et il n'arrive pas à les couvrir. Ce sont des échecs. La mort de Louis XV met fin à son ministère. Bilan de la première expérience libérale. La population est contre, mais l'endettement n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le roi a toujours besoin d'argent. 1774, le jeune Louis XVI arrive et il se laisse convaincre de prendre un encyclopédiste qui a, dit-on, fait merveille comme intendant dans le Limousin, Jacques Turgot. Jacques Turgot est un libéral fanatique, mais fanatique et désintéressé. Il n'a jamais touché un sou dans l'affaire. Jacques Turgot est un authentique homme de dogme, c'est un dogmatique intégral. Donc il n'a pas fait ça pour l'argent, il a fait ça par idéal. Son idéal, c'est le libéralisme. Il présente au roi le programme suivant. Pas de banqueroute. Pas de banqueroute, ça veut dire, voilà, vous allez pouvoir, Majesté, continuer à payer vos fournisseurs et vos fonctionnaires. Pas d'emprunt nouveau. Ben non, on a fait suffisamment. Pas non plus d'augmentation d'impôts. Alors ça s'appelle comment, un miracle? Ben non, ça va être la deuxième expérience libérale. On va augmenter les revenus par le libéralisme économique. Et on recommence, on interdit la taxation. On supprime les corporations. Les corporations, ce sont les organisations de métiers qui fixent
la qualité des produits, le prix des produits et le salaire des ouvriers. La corporation interdit à quiconque ne fait pas partie de la corporation d'exercer un métier. C'est-à-dire que c'est le contrôle intégral des métiers par les gens de métier. En interdisant les corporations, on autorise n'importe qui à investir dans un métier et à faire travailler, par exemple, des menuisiers sans rien y connaître au bois, simplement parce qu'on aura été donneur d'ordre et qu'on aura apporté l'argent pour. C'est l'introduction du capitalisme dans les métiers. Et ça, c'était ce que les métiers voulaient absolument interdire, et c'était absolument contraire à la tradition chrétienne des métiers. Donc, ils suppriment les corporations, ils vident les greniers à l'orée de l'hiver. On n'avait jamais vu ça. À l'orée de l'hiver, vous avez les greniers qui sont pleins en cas de disette. Et là, Turgot dit, on va vendre tout ce qu'il y a dans les greniers. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser faire le marché. Puis après, quand il va y avoir des émeutes, on va dire, c'est pas de chance. Non, c'est pas une question de chance. Tout le monde peut se faire marchand, le contrôle est interdit, c'est de nouveau le renversement total. Et là éclate quoi ? La guerre des farines. Alors c'est la même chose que la fois précédente, mais en pire, en beaucoup plus grave. Les émeutes absolument partout en France. Le pain est devenu absolument prohibitif. Il y a des marchands qui rigolent en disant « cet hiver, il faudra des dents en or pour pouvoir manger ». La population arrête les convois de grains et procède à la taxation sauvage. Le peuple ne vole pas le grain. Il faut comprendre que les émeutes de la guerre des farines, et ça on le voit également dans les manifestations de Gilets jaunes, le peuple de la guerre des farines arrête les convois de grains, vend le grain au bon prix et va porter le fruit de la vente aux autorités locales en disant maintenant vous paierez les marchands, mais au prix taxé. Turgot, vous savez ce qu'il va faire avec ça ? Il va retrouver les gens qui ont vendu du blé pas assez cher et il va leur faire rembourser la différence aux marchands. Ça vous rappelle quelqu'un aussi, ça ? Vous savez, les gens qui disaient « vous n'avez pas payé le péage, on va vous rattraper ». L'émeute atteint Versailles. Versailles est attaqué, Paris va vivre 3 jours d'émeute. Le roi, alors il y a une scène absolument terrible, où vous avez l'émeute qui s'approche du château. Turgot est à Paris, le roi est seul. Il se met à la fenêtre et il entend taxation du blé, du pain, du blé, du pain. Et il dit, mais j'ai promis à Turgot qu'on ne taxerait pas. Alors il rentre, il recule, et là, les témoins comprennent qu'il pleure. Le roi est complètement prisonnier, non pas de sa dette, mais de sa crédulité. Il a cru Turgot, il a cru que c'était bien. Et on a même de témoignages. Un jour, le roi signe un décret que lui avait présenté Turgot, et au moment de signer, il a dit, au moins j'espère que nous n'avons rien à nous reprocher. Ça veut dire qu'il commençait vraiment à comprendre. Il a fini par comprendre, le roi, mais c'est quand c'était trop tard. Donc, les Lumières se déchaînent. Les Lumières se déchaînent, c'est-à-dire tous ces intellectuels, alors Voltaire, lui, il est loin, mais il y a tous les autres, qui décrivent que tous les habitants des villages, artisans, curés, maîtres d'école, tous les petits et les pauvres sont partisans de la suppression de ce qui gêne l'agriculture. La propriété n'est-elle pas le plus sacré des droits ? Ils mentent et ils inventent, c'est une vue de l'esprit. Ce sont des spéculations intellectuelles totalement coupées de la réalité du terrain. Ce qu'ils racontent, c'est que ce sont des malfaisants qui excitent le peuple. Voltaire va se surpasser. Voltaire va nous faire un reportage sur la guerre des farines alors qu'il n'a pas quitté Ferney, qui est au bord de la Suisse. Il va faire un reportage extraordinaire en expliquant que ce sont des curés véreux qui expliquent à la population, quand ils auront mis le blé à la rivière, ils n'auront plus faim. Vous imaginez comment ils tournent les gens comme des imbéciles. Et il ne voit que des malfaisants qui excitent le peuple, il ne voit pas des gens qui ont faim. Et Turgot va dire, mais non, mais moi, j'ai même d'ailleurs trouvé encore récemment des gens qui ont pris la défense de Turgot en disant, mais il a pris des mesures extraordinaires, il a créé des ateliers de charité. Vous savez ce que c'est, des ateliers de charité ? C'est des gens qui n'ont plus rien, on les fait travailler en les payant la moitié de ce qu'on paye un ouvrier. Ça vous rappelle rien ? C'est un complot contre la raison. C'est-à-dire que j'allais dire les gilets jaunes, les émeutiers de la guerre des farines sont des gens qui ne sont pas raisonnables. S'ils étaient raisonnables, ils comprendraient que leur intérêt... C'est d'ailleurs ce qu'a dit Turgot. Et son ami Condorcet, moi j'avais une image assez positive de Condorcet avant de comprendre ça, les gens ne comprennent pas que, de toute façon, s'ils ne veulent pas céder, on leur tirera dedans. Et on leur a tiré dedans. On leur a tiré dedans. Alors, ce n'était pas des flashballs à l'époque, c'était vraiment des fusils. Alors, le roi était très, très regardant à faire couler le sang du peuple, mais les gens des Lumières, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Et Turgot croit absolument à son système, il ne veut rien entendre, il va faire pourchasser, il va prendre des mesures brutales et inédites contre les fauteurs de troubles pour que le blé puisse circuler librement. Il va interdire à la paysannerie de circuler librement. C'est-à-dire que pour protéger la libre circulation des blés, on va dire que quiconque veut quitter son village doit avoir un certificat de son curé.
Vous avez votre certificat de curé? Ben non, vous allez, je vais au village à côté, vous rentrez chez vous. Vous n'avez pas le droit de circuler. Mais ça, pendant ce temps-là, le blé circule. Alors, il y a des pages absolument délirantes de Jules Michelet qui dit le blé, si longtemps contenu, va enfin pouvoir circuler. Alors, vous voyez le blé avec ses petites jambes, vous savez, qui court d'un village à l'autre. Pendant ce temps-là, ce que ne dit pas Michelet, c'est que les paysans, eux, étaient interdits de circuler. En fait, on voulait... Attendez, c'est comme la loi anti-casseurs d'aujourd'hui. On va interdire les manifestations. C'est rigoureusement la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Donc, Turgot va faire pendre les émeutiers. Il supprime les corporations, il resupprime les corporations parce qu'elles avaient été supprimées et rétablies. Et les salaires s'effondrent en même temps que le pain augmente. À partir du moment où on supprime les corporations, les salaires s'effondrent. La corporation garantissait un salaire minimum. Eh bien, ce que dit Turgot, et j'ai le texte, je l'ai mis en ligne, il est facilement retrouvable, et de toute façon, j'espère que je finirai par publier ce livre sur lequel je travaille depuis longtemps. Mais Turgot publie un texte le 2 mai, je crois, 1775, où, quand on lui explique « Monseigneur, comment allez-vous faire si vous faites baisser les salaires et augmenter le prix du pain? Comment vont faire les pauvres gens pour élever leurs enfants ?» Réponse, faites travailler les enfants. C'est de là que ça dure. C'est là que ça a commencé. On appelle ça les Lumières. Mais comme le peuple est bête, il n'a pas compris. Mais c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que jusqu'à 1775, il était admis que les enfants, ça va à l'école ou à l'atelier. À l'atelier, en apprentissage, je veux dire. À partir de là, ils vont à l'atelier, non pas en apprentissage, mais faire les bas métiers pour gagner leur croûte, pour gagner leur pain. Et pas pour apprendre un métier pour le futur. Le 12 mai 1776, c'est la fin de la deuxième expérience libérale. Le roi renvoie Turgot, ça a duré 1 an et demi. Le bilan de cette deuxième expérience, c'est que 1, la dette a encore augmenté, on n'a rien résolu. 2, le crédit du roi a encore baissé, il est de plus en plus difficile pour lui de trouver de l'argent. Les plaintes des paysans pleuvent. Le bilan de la physiocratie pour la paysannerie, je vais vous le dire. Quantité de points d'eau ont été asséchés. On ne sait plus où conduire le bétail pour boire et on n'a plus d'herbe pour le fourrage. Les mares fournissaient pour la pêche, pour les réserves d'oiseaux, les oiseaux ça se mange, pour l'eau pour les bêtes, elles sont devenues des terres à blé qui n'enrichissent que leurs propriétaires, leurs nouveaux propriétaires. Et elles ne nourrissent même pas le village. Donc des villages qui avaient des points d'eau gratuits, maintenant sont obligés de faire des kilomètres pour trouver de l'eau. Comment faites-vous de lait de vache sans eau? C'est juste pas possible. La cherté est bonne pour les riches et dure aux pauvres. Voilà ce que disent les paysans quand on leur pose la question. La cherté, c'est bien pour ceux qui ont déjà de l'argent. Pour nous, c'est la calamité. On voit apparaître une nouvelle misère qui n'est pas justifiée par les fléaux habituels qui étaient la guerre ou le climat. Le climat, c'est un hiver impossible, un été impossible, et hop, on a faim. Mais comme on est malin, comme on a des réserves, comme on est solidaire, on arrive à s'en sortir, et l'année suivante, ça repart. Là, il n'y a plus rien de tout ça. Les fléaux sont arrivés sans qu'il y ait la guerre et sans qu'il y ait de catastrophes climatiques. Le paysan peine désormais à trouver des terres qui sont accaparées par des riches, et les riches font travailler leurs valets. Les riches ne font pas travailler des paysans, ils font travailler leurs valets. Ils disent, vous allez me faire ça, vous allez me faire ça. Et ces gens qui ne vivent pas dans le village donnent des ordres pour cultiver la terre de manière qui n'a jamais été faite auparavant. On clôt des champs qui interdisent les usages communs. Tout était ouvert. On traversait un champ qui n'était pas à soi. On ne s'y arrêtait pas, on le traversait. C'était autorisé. Maintenant, on fait des clôtures. On clôture tout. C'est la remise en cause de l'antique droit de vaine pâture qui permet aux paysans pauvres de vivre. Savez-vous que maintenant, à partir de cette période-là, le paysan a froid. Le bois gratuit n'est plus accessible. Avant, on avait du bois gratuit. Pourquoi? D'une part, parce que les bois sont fermés, et d'autre part, parce que les riches ont une consommation de bois insensée. Insensée. Ils font des fêtes somptueuses, ils construisent des choses somptueuses, ils abattent du bois qui était avant géré par la communauté. Le nouveau seigneur n'est plus membre de la communauté. Il est le prédateur, il est devenu le prédateur de la communauté. Le petit paysan est endetté comme jamais avant et il vend ce qu'il a et travaille chez les autres. Vous avez une prolétarisation. La conséquence de la physiocratie, c'est une prolétarisation sans précédent de la paysannerie. Et les riches rachètent à bon compte. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Plus les riches sont riches et plus les pauvres sont pauvres, et ça continue, et ça continue. En Bourgogne, qui est la région que j'ai le plus étudiée sur le sujet, parce que je trouvais un énorme bouquin absolument magnifique qui m'a été recommandé par mon professeur d'université sur les paysans de la Bourgogne de 1661 à 1789. En Bourgogne, les paysans sont en état d'insurrection permanente. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils sont en état d'insurrection contre la noblesse et le clergé? À votre avis? Je vais vous lire la lettre d'un curé bourguignon à la veille de la Révolution. Écoutez bien. La paroisse,
il n'y a pas 30 ans, n'avait pour habitants que de bons propriétaires, bons cultivateurs. Le commerce de bétail fleurissait. Tout y était dans une petite aisance suffisante à l'habitant. Le pauvre y trouvait des ressources. S'il était malade, il recevait des secours des gens commodes. Il avait de quoi le faire valoir par son travail. Il amodiait pré et terre à un prix. Il avait de quoi le faire, c'est son territoire, son patrimoine. Il avait de quoi le faire valoir, faire valoir son travail. Il amodiait pré et terre à un prix honnête. Mais ce temps, cet heureux temps n'est plus. Ces bons propriétaires sont aujourd'hui dépouillés de tout, au point qu'il ne reste pas le quart des biens-fonds aux gens du lieu. Les fonds ont été vendus aux seigneurs, aux bourgeois des villes voisines, d'où ils ne reçoivent pas le moindre secours. Au contraire, ils amodissent très cher, ils ruinent les fermiers. Encore faut-il dire, les impôts tels que la taille et la capitation qui étaient jadis imposés sur le propriétaire à raison de ces fonds sont restés à la charge de la paroisse qui paye pour une chose qu'elle ne possède plus. Revenons à la dette du roi. Le roi va faire appel à un certain Necker le 29 juin. Oui, 1777, Jacques Necker est nommé directeur général des finances pour rétablir les finances du roi. Il est banquier, il est genevois, c'est-à-dire étranger, et il est protestant. Merci Voltaire. Le franc-maçon Benjamin Franklin débarque d'Amérique pour venir convaincre le roi de se battre pour les insurgents américains contre l'Angleterre. La dette est déjà énorme et on convainc le roi d'aller faire une guerre qui ne rapportera rien et qui va bien sûr coûter énormément. Necker va inaugurer une nouvelle forme de rente. Il inaugure la rente viagère sur 30 têtes très jeunes, les 30 demoiselles de Genève. Elles sont genevoises à la longévité assurée. Si une meurt, il en reste 29. Le public se rue sur les rentes et le roi se ruine. La dette va devenir épouvantable. Les anciennes rentes viagères sur la tête du créancier duraient environ 20 ans. Celles-là vont durer au minimum 60 ans. Non, elles atteindront 60 ans, pardon. Necker en crée en série. L'affaire est bonne. En moins de 5 ans, Necker a emprunté plus de 530 millions de livres multipliés par 30 pour avoir des euros, à quoi s'ajoutent les déficits précédents. C'est le prix de la guerre en Amérique pour le bénéfice de qui ? Certainement pas pour la France. Necker publie en 1781 un compte-rendu de sa gestion dans lequel il ne fait pas apparaître la dette. Ça s'appelle un escroc. Le roi le renvoie et les rentiers tremblent. Si Necker, qui leur a assuré des rentes, est renvoyé, qui va payer les rentes ? À partir de maintenant, on navigue à vue au milieu des dettes, on continue de faire appel aux lumières des lumières, et imaginez que le traité de paix entre la France et l'Angleterre, à la fin de la guerre faite en Amérique, le traité de paix entre la France et l'Angleterre prévoit un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre. Les physiocrates, avec Dupont de Nemours aux commandes, vont pousser le roi à signer un traité qui s'appelle Eden-Relval, qui va inonder la France de prix de produits anglais à bas prix. Pourquoi à bas prix ? Parce qu'en Angleterre, ça fait longtemps qu'on fait travailler les femmes et les enfants. Donc, on a des produits beaucoup moins chers qu'on a en France. Le chômage de masse s'abat sur une population déjà complètement secouée par les précédentes expériences. Le roi, non seulement n'a plus d'argent, mais il ne peut même pas envoyer de secours à des villes qui disent « nous avons des populations en train de mourir de faim ». C'est épouvantable. Et ça, c'est le produit de ces expériences libérales, on est bien d'accord. C'est les nouvelles façons de faire, ça, ce n'est pas les anciennes. Le roi convoque des notables à qui il va demander leur avis. Parce que quand le roi ne peut plus, eh bien, il demande l'avis à certaines personnes, là en l'occurrence, ce qu'on appelle l'Assemblée des notables. Le 22 février 87 s'ouvre la première séance. Les notables refusent de payer de nouveaux impôts. Le roi a besoin d'argent, il demande aux notables « est-ce que vous voulez payer des impôts ?» Réponse « non ». Qu'est-ce que proposent les notables ? Devinez. La libre circulation des grains et et on est reparti vers l'expérience libérale. Il faut laisser les marchands s'enrichir et enrichir les propriétaires. C'est le retour au libéralisme fauteur d'émeutes, c'est la troisième expérience. Vous avez compris comment celle-là, le roi ne va pas pouvoir reculer ? On est en 87. Le 17 juin 87 est réinstaurée la libre circulation des grains. La liberté devient l'état habituel du royaume. Le roi pense que c'est bien et que les paysans le demandent. On lui a dit que l'échec de Turgot a été dû à la résistance des privilégiés. Je vous défie de trouver une explication officielle qui soit autre chose que ça. Pourquoi Turgot a-t-il raté ? C'est parce que les privilégiés l'ont empêché d'avancer. C'est qui les privilégiés ? C'est la paysannerie, c'est la population. Vous savez, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont 2 voitures.
La dette est à présent abyssale et rien ne semble devoir régler le problème. La misère est atroce partout. En août 88, le Trésor est aux abois. Le roi suspend les paiements en numéraire. Fin août, Necker revient au ministère. Il a été renvoyé parce qu'il a dit des horreurs. Et on le rappelle parce que c'est lui qui a fait les dettes, c'est lui qui a fait les rentes, donc c'est lui, pense-t-on, qui va régler le problème. En plus de ça, il est banquier. Quand le roi a besoin d'argent, il dit « Majesté, vous inquiétez pas, je vous en trouve ». C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Fin août, Necker revient au ministère. Il prend des mesures de subsistance, mais sans changer le fond. C'est-à-dire qu'il interdit de nouveau l'exportation des grains, mais la libre circulation à l'intérieur, il le laisse. L'hiver 88-89 est épouvantable. Sans travail et avec du pain à prix prohibitif, le peuple gronde. Il veut la taxation. Les émeutes d'avant la Révolution, partout en France, c'est taxation. C'est-à-dire arrêter les taxes sur les produits de consommation courante. Ça vous rappelle quelque chose ? Des émeutes de la faim éclatent partout et elles sont réprimées mollement. Pourquoi ? Mais parce que les autorités n'ont pas l'habitude de tirer dans le peuple qui a faim. Donc, on réprime mollement les émeutes. Et que se passe-t-il quand on réprime mollement des émeutes ? La racaille se met au milieu et c'est le chaos. Les casseurs, déjà à l'époque. Les casseurs se mettent dans les manifestations pacifistes et en profitent pour se servir. Et la police ne fait rien. Les États généraux sont la seule instance capable de voter de nouveaux impôts. Il s'agit de voter. Il ne s'agit pas de voter des impôts pour payer une guerre, comme c'est en général la justification quand on fait appel aux États généraux, mais il s'agit de trouver de l'argent pour rembourser une dette. La dette est due aux bourgeois qui ont prêté au roi. Et les bourgeois sont les représentants du tiers, donc ils ne peuvent pas se taxer pour se rembourser. Vous avez compris ? Je ne recommence pas ? Donc ils vont trouver autre chose. Devinez. Devinez quoi ? Quand les États généraux sont convoqués, la paysannerie s'exprime. La paysannerie veut ressusciter la vieille communauté villageoise, son esprit et ses biens, retrouver les usages disparus, récupérer les communaux, faire reculer le règne de l'argent. Le paysan veut bien payer, mais pas sans contrepartie. Il ne réclame pas la fin de la seigneurie, mais la fin des abus, j'ai bientôt fini, et du parasitisme. Nulle charge sans jouissance d'un droit. Le paysan a suraigu le sens de ses droits. Et tenez-vous bien, il a perdu 80% de son pouvoir d'achat en un demi-siècle. 80% en un demi-siècle. Il n'a plus de terre disponible, plus d'argent, plus de bétail, il a froid et il a faim. Et vous savez, à l'heure actuelle, c'est clair que le prix du chauffage, maintenant, met de plus en plus de familles dans la détresse d'avoir froid en hiver. C'est exactement la situation qui précède la Révolution française. La paysannerie, le peuple va découvrir que la révolution bourgeoise n'a pour lui d'autre programme que l'achèvement des programmes physiocratiques qu'il rejette de toutes ses forces. La révolution fera triompher l'individualisme agraire que le paysan abhorre. Le 29 août 1789, ça fait 1 mois et demi que la révolution est commencée, malgré les hauts prix et les troubles qui sévissent depuis des mois, la constituante déclare constitutionnelle la circulation des grains complètement libre à l'intérieur du royaume. Ce n'est pas une trahison, ça ? Qui a fait la révolution ? Le roi n'a plus de pouvoir, il ne peut plus revenir en arrière comme l'a fait Louis XV en 69 et comme Louis XVI l'avait fait en 76. Donc la révolution empêche que cette troisième expérience libérale puisse revenir en arrière. La royauté française a sombré entre les deux mâchoires de la dette qui ruine le roi et le contraint à se renier et à supprimer la police des grains, et la dette qui ruine le paysan et le contraint à aliéner son bien et à faire rentrer dans la terre des propriétaires étrangers à la terre et ennemis du bien commun de la terre. À l'issue d'un bain de sang abominable, la République est proclamée avec, tenez-vous bien, 1/3 des élus de 10% des inscrits qui ne représentaient pas 50% de la population. C'est-à-dire que la République a été votée par 1,6% de la population en âge de voter. Le 8 décembre 92, la Convention, c'est-à-dire la République, proclame solennellement la liberté la plus entière de circulation des grains. La peine de mort est prévue pour ceux qui s'y opposeront à cette circulation des subsistances. Le capitalisme a remplacé la royauté. Et ces gens-là disent « Vive la République ». Voilà, j'arrête là. Mesdames et messieurs, Marion Ségaud.